Donc Cyrielle, bonjour. Bonjour Ludivine. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau protocole d'investigation. Oui. Voilà, donc comme d'habitude, nous avons une première partie que l'on doit suivre et ne pas influencer. Et la deuxième partie libre sur laquelle on peut approfondir la première partie et puis notamment rajouter d'autres questions si on en a envie. Pardon. Oui. Voilà. Donc, Cyrielle, si tu es prête, nous allons commencer cette investigation qui m'a l'air vraiment très, très intéressante. Ah, on va découvrir. Tout à fait. Et je vais compter de 5 à 1. 1. Cyrielle, comment tu te sens? Bien. Ok. Cyrielle, je vais te demander de te connecter au mot contrôle mental. Et tu me diras quel symbole ou image tu visualises ou tu perçois étroitement lié au contrôle mental. Laisse venir les images tranquillement. Des chaînes tout autour de la tête. Des chaînes. Oui, ça a l'air que c'est un grillage de chaînes. Autour de la tête. Quelle Ouais. tête? La tête, notre tête. Continue. Même je vois le cerveau. Oui. Un peu le cervelet aussi. La glande pinéale. Mhm. Là, autour de la glande pinéale, c'est une plaque en acier qui la recouvre. D'accord. Si tu prends un petit peu de hauteur, est-ce que tu vois une personne liée à ce cerveau avec cette plaque en acier? Ouais, là je vois une personne qui, qui relie. C'est comme s'il envoyait des décharges électriques à cette plaque de métal autour de la glande pinéale. Et ça résonne, ça fait écho dans tout le cerveau, ça pulse dedans. D'accord. Alors, la prochaine question, c'est je compte de 1 à 3 et tu iras au moment où tu as vu pour la première fois un être humain sous contrôle mental. 1, 2 et 3. Ça a l'air d'être un australopithèque. Mhm. Euh, Là, je vois une scène, c'est un être plus grand qui lui donne des ordres. Euh, Là, c'est une puce électronique dans l'arrière de la tête. Euh, Tu vois, là, il y a un creux en dessous du crâne, euh, Mhm. juste au-dessus de la Oui, moelle épinière, oui. juste au-dessus de la colonne vertébrale. Je pense que ça s'appelle l'occiput. Là, il y a une puce électronique. Et en fait, l'Australopithèque, il n'a pas le choix que d'obéir. C'est ça, là. C'est un ordre est donné, je fais, j'agis, c'est robotisé. Ok. Cyrielle, tu vois ça sur le plan physique ou sur le plan éthérique? Ah, ça, c'est physique. Physique. Oui, oui. À ce moment-là, c'est physique.
Qu'est-ce qui se produit avec cette puce? Donc ce sont des pulsions électriques, électromagnétiques, qui induisent le cerveau à faire telle action. Ok. Très bien. Si je peux rajouter quelque chose, Vas-y. l'Australopithèque ne pense pas beaucoup, il a pas beaucoup de marge d'action dans ses pensées, s'il peut pas se révolter, il n'a pas cette capacité cognitive pour aller à l'encontre de ça. C'est un ordre donné, j'exécute sans plus, même si je dois y laisser la vie. Quel est le but? Pourquoi utiliser cette technique? Esclave. Faire des petits boulots à notre place. Mais le fait que déjà il n'ait pas beaucoup de marge de réflexion, pourquoi lui mettre ça? C'est plus puissant, on sait jamais. On sait les trouver, on sait les contrôler. Si jamais ça se passe mal, on peut l'éliminer comme ça aussi, grâce à cette puce. Ouais. On peut le diriger à distance, donner des ordres de loin. D'accord. Cyrielle, maintenant, on va avancer et cherche au fil du temps qui s'est servi de ces techniques de contrôle mental et identifie leurs objectifs principaux. Ok, ça évolue. Les techniques évoluent. Les êtres doivent se cacher, donc faire ça de manière plus subtile. Pourquoi? Pour avoir un meilleur contrôle, parce que l'humain là, a évolué, il a plus de capacité cognitive. Il y a eu un problème dans leur création. Comment? Quelqu'un les a améliorés. Il y a eu une trahison. Quelqu'un les a améliorés, donc il faut un contrôle plus subtil parce que ces humains-là se réveillent, se révoltent. Il faut pas, sinon on perd notre pouvoir, on perd la puissance qu'on a sur eux. Alors comment ils s'y prennent? Donc ils sont sur un autre plan. Ce n'est plus physique, c'est autre chose. Alors, comment je vois ça? Donc ce sont ces êtres qui contrôlent le cerveau. Ça a l'air qu'ils ont appris ou acquis une technique. En fait, c'est comme si ils envoyaient de l'énergie sombre vers les gens. Ok, c'est la peur. Ils contrôlent avec la peur. Ils les dirigent ainsi comme un chien de berger dirige un troupeau. Il lance la peur à gauche pour que le troupeau fuit à droite. D'accord. Il les pousse et ça marche très bien. D'accord. C'est le plus puissant qu'ils ont trouvé, c'est la peur. Ils contrôlent très très bien comme ça. Et des messages subliminaux aussi dans des publicités, des annonces pour planter une petite graine là dans la conscience collective. Peux-tu me donner une année là? Tu es en quelle année? Alors, en fait, c'est drôle parce que ça s'étale sur le temps. C'est toujours la même technique. J'ai vu plusieurs scènes, ça part de l'Antiquité, Moyen Âge, jusqu'à l'époque contemporaine.
Mhm. Oui, oui, en Antiquité. Je vois des scribes, donc l'écriture existe déjà. Là, je suis en Égypte, Moyen-Orient, même en Grèce. D'accord. Cyrielle, en ce qui concerne notre présent, maintenant, Oui. identifie qui sont les principaux créateurs et utilisateurs des techniques de contrôle mental et leurs objectifs dans le présent, en 2021. Ah, mais donc c'est un contrôle pyramidal. Euh, donc je vois une pyramide de toutes les hiérarchies, donc le gouvernement, l'armée, la police, le peuple. Et puis Mhm. au-dessus, un nuage sombre là d'êtres qui dirige le tout. Et c'est, D'accord. je vois une menthe religieuse, un crocodile, un, un scarabée. Ce sont Ouais. toutes sortes d'êtres, une araignée, un dragon. Tous ces êtres-là D'accord. qui, qui se nourrissent par le contrôle du peuple. Mhm. Leur objectif? Euh, C'est c'est cupide, hein. C'est plus qu'il y en a, plus qu'il en faut dans le contrôle et la richesse de garder leur statut. D'accord. C'est drôle parce qu'il a l'air bancal sur la pointe de pyramide. Il bouge pas assez, hein. Qu'est-ce qui a l'air bancal? Leur petit nuage là au-dessus de la... il est vraiment posé sur la pyramide hiérarchique Mhm. et il tient pas bien. Mhm. D'accord. Est-ce que n'importe quel être humain peut devenir victime du contrôle et de l'esprit, oui ou non? Ben, c'est déjà le cas là. N'importe quel être humain? On est tous influencés d'une manière ou d'une autre. Euh, Peux-tu me dire peut-être pourquoi? Peux-tu me parce dire pourquoi? parce qu'on vit en société. Ok. On bouge tous à peu près en même temps. Il y a toujours bien l'un ou l'autre qui est rebelle. Ceux qui sont moins touchés, j'ai vu les peuples primitifs. Ceci D'accord. dit, comme ils sont à l'écart, ben, ils, et qui sont entre guillemets pas importants là, pour la société, euh, ils n'ont pas accès facilement à des points d'eau où on a asséché leur terre, donc ils sont mal nourris, ils sont pas éduqués parce qu'ils sont négligés volontairement. Donc ces gens-là sont moins impactés, mais le sont quand même vitalement. Ça se dit ça? Mhm. Est-ce que ça répond à... Ouais. Explique-moi un peu ce que ça veut dire par ils sont impliqués vitalement. Ben justement, comme on a, mettons, là je vois une rivière qui a été détournée. Cette rivière alimentait leur terre, ça pouvait ben, les abreuver, Mhm. apporter une certaine hygiène. Puis leur terre était irriguée correctement. Comme cette terre s'est asséchée, il manque de nourriture, d'eau. euh, leurs troupeaux décèdent aussi. Leur vache, je vois une vache qui est morte là sur le côté. Mhm. Donc ils sont affamés. Donc ils sont impactés par le contrôle mental des autres. D'accord. D'accord, je vois. Ok. Alors, les conditions rapportées par les victimes du contrôle cérébral sont-elles des anomalies, des effets secondaires ou la conséquence de ce qui est opéré à distance? Tu veux bien répéter, s'il te plaît? Bien sûr.
Les conditions rapportées par les victimes du contrôle cérébral sont-elles des anomalies, des effets secondaires ou la conséquence de ce qui est opéré à distance? Pendant que tu as posé la question, j'ai une image d'une personne, je pense qu'il est dans l'armée, avec cette fameuse puce électronique de tout à l'heure Mhm. qui veut se rebeller, désobéir aux ordres, et donc il reçoit des décharges électriques pour le soumettre. D'accord. Ça, c'est une conséquence directe du contrôle mental. Euh, En fait, si je regarde, c'est un peu tout, hein, conséquences, euh, implications, enfin, c'est Mhm. c'est un peu tout. Comme je voyais le village primitif tout à l'heure, ça découle du contrôle mental. Ici, avec le militaire, on a une application directe. D'accord. Je vais te poser la question suivante, Cyrielle. Oui, Existe-t-il des techniques de contrôle de l'esprit qui ne présentent aucun symptôme? Et si tu en vois, lesquels sont-ils? oui, c'est tout à l'heure le nuage noir qui est envoyé pour diriger la peur. C'est c'est comme si ça Mhm. mangeait les personnes. Mais physiquement, ça ne se voit pas. Ok, Ça mange un peu de leur être, de leur âme, de leur conscience, leur émotif, ça prend le plus gros. d'accord. Mais physiquement, tu ne verras rien. Ok. Y a-t-il des maladies ou des nouvelles maladies qui sont le résultat de ces techniques de contrôle, oui ou non? Ça s'appelle le nocebo. C'est à l'inverse du placebo. On Mhm. émet l'idée que la personne est malade, par exemple. Euh, j'ai le cancer qui me vient. C'est Mhm. une maladie qui existe. Mais ben, ça, c'est la peur qui ronge la personne de l'intérieur. Ah ben voilà, ça se voit physiquement finalement. Mhm. D'accord. Euh, Mais est-ce ouais, que ouais. tu vois d'autres maladies liées à ces techniques? Tout ce qui touche au système immunitaire, Ok. nerveux. Ouais, le cerveau, c'est nerveux. Euh, ouais, cérébral, nerveux, euh, immunitaire, la vessie, les reins, le digestif. Ouais, ben, enfin, un peu tout, quoi. Ça dépend là où la personne est un peu plus sensible, ce sera touché en premier. D'accord. Qui a intérêt à les induire et dans quel but? Là où il y a l'argent. C'est là où va l'argent, toujours. Là où va l'argent. Donc, Si on veut des réponses, est-ce que c'est bon pour moi? Dans qui fait ça et dans quel intérêt? Et tu suis l'en- là où se trouve l'argent. d'accord. Y a-t-il des caractéristiques communes entre les différentes techniques de manipulation mentale en ce qui concerne ce qui arrive au corps mental? Donc, des caractéristiques communes. Entre les différentes techniques de manipulation mentale en ce qui concerne notre corps mental. C'est ça le raffermit. Euh, est-ce que- toute, toute, toute technique, enfin j'en ai pas dit beaucoup là. De ce que j'ai accès comme information là, je vois
une dose d'énergie qui va vers le corps mental et l'épaissit, le raffermit, Mhm. l'assombrit. Et ça déteint, si tu veux, sur les autres corps de la personne. Corps physique, le corps émotionnel, corps spirituel, des choses ainsi. D'accord. Ok. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, 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 tout à fait, Cyrielle. Ok. Y a-t-il des caractéristiques communes entre les différentes techniques de manipulation mentale et ce qui arrive au corps émotionnel? Alors, je pense que tu as déjà répondu à la question. Ouais, donc de ce que je voyais, ça déteint dessus. Ça... Ok. Ah, et ça a l'air que ça s'accroche dessus aussi. C'est que j'ai vu comme des sortes de menottes qui se claquent, qui se referment sur le corps émotionnel, qui l'accrochent bien. D'accord. Ok. Perçois-tu des activités particulières liées à d'autres corps dimensionnels? Des activités particulières liées à d'autres corps émotionnels de la même personne. Mhm. Juste avant que tu poses la question, j'ai vu l'être qui se tasse sur lui-même, qui devient plus petit, Qui se recroqueville? plus condensé, oui, oui, qui se recroqueville. Euh, D'accord. Ah, et ça crée un écart entre les autres dimensions, comme si il perd sa connexion avec lui-même. Mhm. Donc, au lieu de prendre toute sa place, là, et bien rayonner, il y a donc cette couche mentale qui s'épaissit, qui s'étale, qui prend de la place sur les autres couches du corps de la personne. Et donc, la personne se recroqueville, et ça crée une sorte de vide. Mais bon, on dit l'univers n'aime pas le vide. euh, que la personne est comme inaccessible à elle-même. D'accord. Donc il se coupe de tout. Oui, 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 là, il y a un pont, là, c'est énorme l'écart entre les autres dimensions. Ok. D'accord. Existe-t-il des techniques de contrôle de l'esprit qui nécessitent l'état du sommeil pour pouvoir s'installer? Oui, je vois des antennes qui envoient des informations sous forme d'ondes. Et là, il faut que la personne soit dans un état ensommeillé. Il faut une certaine phase du sommeil. Ces antennes-là ne produisent ces ondes qu'à certaines heures, pas tout le temps. Et, euh, et là, c'est genre, je les entends pour de vrai en plus, ces trucs-là. En Amérique, ce sera voter Obama. Ici, ça va être mettez votre masque. D'accord. N'approchez pas, je sais pas quelle personne. Ça dirige vraiment les gens. Ils se réveillent avec cette idée féroce en tête s'ils mettent pas le masque, c'est la mort. D'accord. Alors, Cyrielle, je n'ai plus de questions à te poser puisque la dernière, tu viens juste d'y répondre. Donc, on va passer à la deuxième partie, si tu veux bien. Oui, Et on va approfondir un petit peu la première partie. Alors, j'aimerais qu'on revienne à la personne qui se coupe oui, de sa multidimensionnalité, j'ai envie de te dire. oui. Le fait de se couper comme ça, d'avoir un écart, euh, comment ça se traduit quelles conséquences ça a sur cette personne? Donc ça alimente ces énergies de basse fréquence. Ça fait comme un cercle vicieux, ça n'arrête pas là et ça empire. C'est comme un angle. J'ai oublié le mot quand ça tourne et ça descend. Mhm. Euh,
Donc ça empire. Il faut vraiment que la personne se redresse pour se reconnecter. Il faut vraiment qu'il y ait une volonté. Euh, En dessous, je vois en fait des êtres qui aspirent toute cette énergie accumulée Mhm. et s'en nourrissent là, Comment, sans scrupule. comment doit-il faire pour retrouver ce... Comment te dire? Comment il fait pour retrouver son essence, sa façon de vivre et d'être du début? Mais déjà s'en rendre compte, ça, une fois qu'il en prend conscience, hop, il se redresse d'un cran là, hop. Puis je vois que sa pulsation d'amour doit grandir, l'amour pour lui-même aussi, surtout avant. Euh, L'amour pour les autres, certainement, mais d'abord pour lui-même. Donc ça le fait grandir. Et alors, il doit couper les liens, en fait, couper les liens avec ceux qui se nourrissent. Euh, et je vois en fait que la- comme c'est coupé, là, ça a l'air que le corps mental, il diminue en commençant par il s'affine en commençant par le haut pour avoir accès le plus possible à sa propre lumière, là. Mais en fait, il faudrait qu'il s'affine de partout. En fait, donc c'est un demi-disque, oui, un demi-disque que je vois tout coloré de toutes les dimensions. Euh, Puis le cœur, c'est la personne physique avec tous ses corps mental, spirituel, Mhm. émotionnel, physique, qui est dans cette petite demi-sphère à laquelle on a accès là. Et puis donc en dessous, donc c'est une grosse plaque et il y a ces êtres, je les vois en fait prendre une paille et tirer au travers de cette plaque toutes les énergies que la personne dégage. Mhm. Donc sur le dessus, ça s'affine. La personne peut apercevoir qui il est, d'où il vient, avoir certains ressentis. Et alors quand tout le corps mental s'affine et qui reprend sa place, alors là, il brille de mille feux, mais je pense pas qu'il existe une seule personne pour vrai sur Terre ici. Donc en fait, il fait le chemin arrière. N'est plus aussi condensé, il reprend sa place. Oui, oui, Et il reprend sa presse, sa place. l'épaississement, le raffermissement disparaît. Alors, ils ne disparaissent pas, il devient une fine couche qui D'accord. s'harmonise avec les autres. Donc le corps mental ne déteint plus sur les autres corps. Il, j'ai entendu, il joue avec, en fait. Parce qu'en fait, on a quand même besoin un petit peu du corps mental pour décider quelle robe je vais mettre aujourd'hui, comment je Mhm. vais conduire mon auto, des choses comme ça. On a quand même besoin du corps mental. D'accord. J'ai une question à te poser, Cyrielle. Tout à l'heure, tu m'as parlé d'un australopithèque, ok, Oui, oui, avec une puce oui, au niveau de l'occiput. Donc déjà, à l'époque, il y avait déjà des expériences faites sur les humains. oui, oui. Ok. Est-ce qu'il y a un moment donné, après l'australopithèque, dans son évolution, est-ce qu'il y a eu un moment où il a réussi à se libérer? Non, en fait, les puces sont mises par leur créateur. Et sitôt que l'expérience de cette espèce-là ne convient plus, ils arrêtent de la créer et elle meurt par elle-même. Alors, tu me parles du créateur de la puce ou du créateur de l'australopithèque? Ah, c'est les deux vont ensemble. D'accord, d'accord. Ok. Donc, à un moment donné, l'australopithèque disparaît, c'est ça? Oui, il Et n'évolue pas, il disparaît. Il n'est il n'est... plus créé. Ok, d'accord.
Alors, comment tu vois l'arrivée de notre espèce? Une, une citerne de clonage. Mhm. Ok, d'accord. Cyrielle, Oui, je vais, si tu es d'accord, te demander de faire venir. Alors, attends, non. Je vais te demander d'aller dans une scène, ok, avec le docteur Donald Ewen Cameron. Ce docteur est né le 24 décembre 1901 et a exercé à l'hôpital Allan Memorial en psychiatrie. Cherche une scène avec ce médecin dans cet hôpital. Oh, il fait froid. Ok. Réchauffe-toi, Cyrielle. Oui, Tu le vois? je pense bien, oui. Ok. Tu t'approches de lui et tu ressens les émotions de ce docteur. Il est en Amérique? Mhm. Oui, tout à fait. C'est un Américain. Oui. Donc il est penché sur je vais dire un patient. Euh, il a la camisole de force, le patient. Il est sur D'accord. un lit avec le dossier un peu redressé. Ok. Il y a des instruments. Il a quelque chose de métallique au-dessus de la tête avec des petites piques qui en serrent pour se tenir. D'accord. Ce médecin est tout seul dans cette scène, mis à part le patient? Est-ce qu'il y a d'autres médecins à côté? Bah, au début, je le voyais tout seul avec ce patient, et maintenant je vois trois personnes à côté. Ok, Cyrielle, tu vas écouter leur conversation et me dire ce qu'il se dit. En fait, je bloque un peu par moi-même, j'ai peur d'écouter. Tu peux, tu peux. Vas-y. Donc ça a l'air qu'il enseigne à, à ses acolytes. Mhm. Ils sont tous les quatre, donc les trois personnes à gauche et lui à droite en blouse blanche. Il y en a un qui a un stéthoscope. Mhm. Il y a une femme. Qu'est-ce qui se dit? Donc il explique son expérimentation. Ah. Il, ne- il fait quelque chose qui fait souffrir la personne, mais ça a l'air qu'il s'en moque là. Ouais, c'est D'accord. décrit, alors je m'en fiche. Ça a l'air que ça pourrait en fait être un peu jubilatoire pour lui. Il dit qu'il s'en Mhm. fiche, mais intérieurement, il aime ça. Ah, c'est sadique. D'accord. J'aimerais que tu prennes l'information et que tu regardes ses intentions à ce médecin. J'ai mon regard qui est toujours rivé sur sa main gauche, qui est reptilienne. Mhm. Je sais D'accord. pas si je le vois physiquement avec cette main-là ou si c'est qui il est pour de vrai, tu vois. Es-tu sur le plan physique? À moitié. Mhm. En D'accord. fait, c'est comme si ma vision me révèle
qui il est pour de vrai, tu vois. Les autres ne voient pas qui il est au fond, ils le voient humain. Et, et puis c'est comme si je le voyais moi pour vrai. D'accord. Cyrielle, tu vas te déconnecter de cette scène maintenant et tu vas revenir dans un espace neutre. Cyrielle, comment tu te sens? Tu Un peu, reviens per- à tes, oui, un reviens à peu tes perturbé. énergies, Oui, recentre-toi. Comment tu te sens? je me calme. Vas-y, Ça va. bien. Ok. Cyrielle, Oui. si tu es d'accord, maintenant, tu vas appeler le docteur Ewen Cameron, qui est décédé le 8 septembre 1967. Dès qu'il est avec toi, tu me le dis. C'est comme si je le voyais sortir des enfers, là. Hmm. Je sais pas ce qu'il a fait, celui-là, mais... Il est avec toi? Ouais, mais il veut se faire effrayant. Mhm. Approche-toi de lui, regarde-le dans les yeux et dis-moi si on est bien avec le docteur Ewen Cameron. Ouais, mais il est fou, ce mec-là. Il est complètement déraillé. Ok. Parce que là, il a plus la contenance physique, je vais dire. C'est comme si je voyais son essence, Mhm. c'est pas net, là. Ok. Essaye de, d'établir une connexion télépathique avec lui et demande-lui s'il est d'accord pour discuter un peu avec nous de sa carrière en tant que médecin psychiatrique. Il rit d'un rire machiavélique. Ah, Dis-lui qu'on n'est pas là pour subir ces attaques et qu'on est là vraiment pour avoir des renseignements et peu importe qui il est. ok, il va montrer comme des images. Parce qu'en fait, il est pas rationnel, tu vois. Il a rien de, de... Il saura pas parler, il est pas capable de parler parce qu'il faut une certaine raisonnabilité, rationalité pour exprimer quelque chose. Et là, tout ce qu'il peut faire, c'est montrer des images. Cherche une partie de lui qui peut discuter correctement avec toi et qui a toutes ces informations dont on a besoin. Ok, je dois avoir très profond dans cette... Je sais même pas comment expliquer. Qu'est-ce que c'est? Un brouhaha d'énergie, là. Mhm. Ok, je trouve un point fixe. D'accord, bien, Cyrielle. Tu vas établir une connexion télépathique et on va lui poser quelques questions si cette partie est en accord avec ça. Oui, dans l'intérêt de la science, qu'il dit. Bien, très bien. Alors, cette partie va faire un retour en arrière et va aller au moment où il travaillait dans cet hôpital. Oui. D'accord? Et tu vas lui demander quel était le but de ces expériences. Expérimentation. Ah, nazi? Mhm. Qu'est-ce qu'il faisait sur les patients? Comment s'y prenait-il? Des tortures, des essais de médicaments, voir ce que ça avait comme conséquence sur la personne. Mhm. Des, des poisons divers. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il a expérimenté d'autre? Des, une torture mentale pour tester la soumission aussi.
Qu'est-ce qu'il a fait croire au public? Qu'est-ce qu'il faisait croire à ses collègues? Qu'il les soignait pour ses collègues, le grand, Peu, les peu collègues importe. qui sont pas avec lui, parce que ceux qui sont avec lui savent très bien ce qu'ils font, ils sont même plutôt complices et, D'accord. et avides de connaître ce qu'il faisait Alors, qu'est-ce qu'il disait aux familles? aux familles, que c'est une cause espérée, qu'il est dans un pire état que ce qu'on pensait au départ. D'accord. Il faut pas le voir, vous ne devez pas le voir pour garder un bon souvenir de lui ou d'elle. Ah, il Ok. violait des femmes. D'accord. Euh, Demande-lui s'il a participé à des projets avec la CIA. ouais, je vois des poignées de main. Ok. Quels étaient C'est- ces projets? C'était, oui, le contrôle. C'est- projet. Il, il a testé des sortes de gaz aussi. Mhm. Les projets, il avait un lien avec l'Allemagne, les camps de concentration. D'accord. Les Oui, il voyageait par expérimentations, là. les expérimentations qu'il a étudiées sur des personnes non volontaires étaient entre 1950 et 1960. Ces expérimentations ont fini par être mises à la lumière du jour. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui quand les gens ont été au courant? Oups. C'est euh, une grosse rage parce qu'il est interrompu Mhm, dans dans ce qu'il voulait faire. mhm, Et il était même devenu dangereux. Une fois qu'on a découvert ça, dangereux plus mhm. seulement pour ses patients, ce qui est déjà quand même assez grave, mais en plus pour les autres personnes. J'aimerais que tu regardes pour qui il travaillait sur le plan physique et sur le plan éthérique. Phy- Sur le plan physique, c'est toujours les grandes instances, c'est toujours la même équipe. Là, je retiens le mot, c'est grossier. Euh, sur le plan éthérique. Ah, c'est curieux ça. En fait, je vois des êtres qui contrôlent les personnes physiquement. Comme s'ils étaient. En fait, les êtres sont en arrière de quelqu'un et bougent leurs bras à travers le corps physique. Je sais Mhm. pas si tu vois ce que je veux Oui, dire. oui, tout à fait. Ils Mhm. mettent le corps physique de la personne et ils le manipulent Ok. comme ils veulent. Est-ce que le docteur Cameron était manipulé? Non, c'était lui-même. Il était conscient de Il qui il avait était. conscience? Oui, oui, oui. Et il avait conscience pour qui il travaillait? Oui, tout à fait, parce qu'il est tout entouré de. Je le vois lui-même, tout entouré d'êtres manipulés comme ça. Certains sont plus fusionnés avec la créature que d'autres. Mhm. L'espace entre le corps physique et la créature peut être plus ou moins écarté ou rapproché. Demande-lui à partir de quelle année les États-Unis ont commencé à utiliser ces techniques de contrôle mental. À partir du moment où ça se voyait trop en Europe, ils ont dû fuir plus à l'abri du regard des gens. Donne-moi une date. À partir de quel moment ils ont commencé à utiliser le contrôle mental aux États-Unis? Ces techniques. Quand ça a débuté? Ouais, je sais pas, je trouve ça bizarre que j'ai la date de la Révolution française en 1789. D'accord.
ça ressemble à rien, mais c'est ça qui m'est venu. Ok. Le docteur Cameron est décédé le 8 septembre 1967. Quand et comment? Enfin, quand on l'a déjà, mais comment est-il mort? De quoi est-il mort? Parce qu'il est mort jeune, en fin de compte. Ben, j'ai eu deux réponses en même temps. J'ai entendu consumer et j'ai vu une scène de mise à mort. Mhm. Sur le plan physique, Oui. qu'est-ce que tu vois? Euh, ben là, il est maintenu par plusieurs personnes. C'est une injection. On lui injecte un produit mortel. Mais consumer, ça me perturbe. Pourquoi? Dis-lui qu'il te donne plus d'infos, plus d'images. Qu'il nous montre. Le produit l'aurait brûlé de l'intérieur. Mhm. Pourquoi ont-ils décidé de faire Ouais. ça? Trop voyant et incontrôlable. Elle est comme je le vois complètement fou là. Mhm. Il risquait de faire sauter tous les plans là. Donc il fallait l'arrêter parce que de toute façon il servait plus à rien. Il avait été dévoilé. Il avait pris un pouvoir, il pouvait plus le contrôler. Oui, il était trop voyant. S'il remontait jusqu'aux autres, donc si les gens, le grand public remonte jusqu'à ses complices, Mhm. il fallait pas, donc il fallait l'éliminer avant que ça n'arrive. Comment cela a été organisé? Qu'est-ce qu'ils ont dit à la famille du docteur? De quoi était-il mort? Arrêt cardiaque. D'accord. Ok. Ok. Tu sors de cette scène, s'il te plaît, Cyrielle, maintenant, et tu es toujours avec Cabron, tu le vois. Je veux que tu Oui. regardes autour de lui. Est-ce qu'il y a une co-création autour de lui? Où tu le vois? Ce sont ses propres enfers. Euh, je prends de la distance un peu sur la vision que j'ai. Ah bah tu vois, tout à l'heure j'expliquais la personne qui est détachée de ses propres dimensions. Ben voilà, c'est ça, sauf... C'est curieux parce que on pourrait croire que sa propre folie prend une expansion extraordinaire là, Mhm, sans jamais atteindre ces autres dimensions qui s'écartent. mhm. Ça grandit. Il peut jamais les atteindre dans ces Ouais. conditions. Si tu regardes ses Et énergies, qu'est-ce que tu vois? Comment ça tourne chez lui? ça tourne ça. Euh, mais pour répondre à ta question juste avant, en fait, il est tout relié avec ses complices, ses autres êtres. Et qui reste autour de lui sur un autre plan là. D'ailleurs, Euh, donc il est toujours contrôlé, interféré. oui, c'est un peu comme si il se perdait dans cette masse de personnes là. Mhm. Ça ressemble à tout du goudron. Ils sont tous emmêlés dans le goudron, tous collés ensemble et à perdre sa propre identité d'ailleurs. D'accord. Cyrielle, j'aimerais que tu Oui, fasses quelque chose. oui. J'aimerais que tu l'isoles de cette scène et de ses ressentis, de ce goudron. Isole-le, sors-le de cette scène. Maintenant. Oui, Ok. ouais. Là, c'est une sorte de sphère avec des sortes de gros nuages d'éclairs qui tournoient à l'intérieur. Mhm. Comment te voit-il, lui? Comment il te voit? Comment il te perçoit? Une intruse.
Mhm. Il se pose des questions? Non, aucune. Aucune. Non. Dis-lui qu'on va bientôt partir. On va le laisser et qu'on le remercie pour tous les renseignements qu'il nous a donnés. Est-ce qu'il a une demande à nous faire? Est-ce qu'il a besoin de nous en particulier pour l'aider à faire quelque chose? Ah, il vient de faire un grand hurlement. C'est complètement fou ce truc. Laisse-moi, qui dit. Ok, Il très devient bien. agressif en fait. À être isolé des autres, il est rendu agressif. Ok, on aurait pu éventuellement l'aider, mais s'il veut qu'on le laisse, alors on va le laisser. C'est son choix. Très bien. Cyrielle, tu le salues. Tu te déconnectes de cette scène maintenant et tu reviens dans un espace neutre. Ouais, il voulait s'accrocher. Uh-huh. C'est bon pour toi? Ouais, je suis dans mes énergies. Bien. Je reprends mon calme. Ok. Ça va. Tu peux faire monter en toi une émotion que tu affectionnes particulièrement. Et on va rentrer à la maison. On va rentrer. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X
in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte.
o a quasi, perché magari in qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio.
E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a
costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.